Bien, mes chers collègues, monsieur le rapporteur, nous allons démarrer cette deuxième audition de notre mission d'information. Monsieur Burga, je vous souhaite la bienvenue et au nom de la commission, je vous présente tous nos vœux de bonne et heureuse année 2016. Vous avez été directeur de l'Institut français du Proche-Orient entre 2008 et 2013 et précédemment directeur du Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa, au Yémen, et chercheur au Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale au Caire. Votre connaissance approfondie du Moyen-Orient va donc nous être d'une aide précieuse pour traiter le sujet sur lequel vous êtes sollicité. Vous avez consacré une partie très conséquente de vos travaux à l'étude des dynamiques politiques et des courants islamistes un peu partout dans le monde arabe, et on vous doit notamment deux ouvrages de référence sur ce sujet. L'un s'appelle « L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda » et l'autre s'appelle « L'islamisme en face ». Vous avez la responsabilité pour le moment de coordonner un programme de recherche européen dont le libellé en français est, je cite, « Quand l'autoritarisme échoue dans le monde arabe ». Tout un programme sur lequel vous allez pouvoir nous dire quelques mots. Pour la bonne forme, simplement, je vous rappelle que cette audition est retransmise sur les services Internet de l'Assemblée nationale. Elle est ouverte au public. Je salue les membres de la presse et ses représentants qui sont ici présents. Je vous propose, monsieur, de prendre la parole pendant environ une vingtaine de minutes, plus ou moins, selon ce que vous aurez à nous dire. Et ensuite, le rapporteur et moi-même vous interrogerons avant de laisser nos collègues vous interroger à leur tour. Nous souhaitons terminer la séance aux alentours de 1 heure, dans 1 heure, 1h05, 1h10 d'ici, au plus tard, 17h45, si ça convient à l'ensemble de nos collègues. Monsieur Burga, bienvenue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, de votre présence ici qui témoigne de l'intérêt que vous portez aux réflexions, aux élucubrations de vos compatriotes intellectuels. Je me suis déjà prononcé dans cette maison devant une sénatrice que j'ai retrouvée tout à l'heure à l'Assemblée nationale du Sénat, d'où je sors, Madame. Voilà. Et cette sénatrice, à la fin de l'audition, avait dit, j'avais dit, si vous êtes intéressé, si vous estimez avoir tiré profit de quelques-unes de mes modestes remarques, souvenez-vous que si j'ai eu l'occasion, l'opportunité de les documenter, c'est grâce à des institutions dont je pense que nous devons remercier la République, qui sont ces unités mixtes Institut français de recherche à l'étranger, dans lesquelles j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Et cette dame avait eu, cette sénatrice avait eu cette remarque que j'ai gravée en or sur toutes les correspondances que j'ai adressées à mes tutelles depuis lors, et dit « Et vous coûtez si peu cher en plus hein, vos budgets sont tellement minimes ». Alors évidemment, cette remarque m'avait enchanté, et je l'ai colportée et répétée. Donc effectivement, les points de vue dont je vais vous faire part, ils sont fondés sur le privilège qui m'a été accordé de vivre 23 ans, je ne sais plus où j'en suis maintenant, mais je pense 23 ans, parce que vous avez mentionné, Monsieur le Président, les 6 années au Yémen, les 5 années en Égypte, mais il y avait auparavant 7 années en Algérie, et il y a eu après donc 5 années en Syrie et au Liban, puisque nous avons été chassés, nous, institution culturelle française, de la Syrie, en 2011, à la suite d'une actualité que vous connaissez. Bon. Je ne connaissais pas exactement le dispositif, donc je n'ai pas, rassurez-vous, je peux parler pendant des heures, mais je m'attendais davantage à des questions. Je vais vous dire en préambule ce que je dirais si je n'avais que 5 minutes. Si je n'avais que 5 minutes, je vous proposerai une remarque que j'ai faite très régulièrement. Chaque fois que j'entends les experts ou les acteurs politiques entrer dans la porte des tensions que nous vivons, nous autres Français, par la porte de l'islamologie. Chaque fois que j'entends dire qu'il y a dû y avoir par là un imam radical, il y a dû y avoir une radicalisation sur Internet, ce pauvre garçon a lu une sourate qui n'était pas la bonne. Chaque fois que j'entends des savants islamologues nous dire c'est pas l'islam, vous savez, ce garçon simplement, il n'a rien compris, il n'est pas assez informé, il n'est pas assez documenté, il n'a pas lu la bonne sourate, il ne l'a pas lu dans le bon sens, il ne l'a pas compris. Bon, j'interromps
en disant « Attention, nous sommes sur une fausse piste très très grave. Si nous entrons dans la porte des problèmes que nous sommes ici pour essayer de surmonter par la porte de l'examen critique de la culture de l'autre, nous nous privons d'une perspective analytique essentielle. Nous démarrons par un contresens majeur. Nous nous enfermons dans la responsabilité des seuls musulmans. Or, le problème que nous avons à surmonter est né d'une interaction inefficace. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dirai jamais. Je ne dirai pas la faute est complètement de l'autre côté. Je dis la faute, les tensions que nous vivons, les déchirures du tissu politique national sont l'expression d'un dysfonctionnement des mécanismes de la représentation politique dans lequel nous sommes par définition impliqués. Et comme je suis très radical, je rajouterai une petite dose. Vu que nous sommes en situation d'hégémonie, c'est nous qui sommes du bon côté du rapport de force, notre responsabilité dans l'échec de cette interaction, il est peut-être plus fort que celui sur lequel on persiste à s'interroger, est-ce qu'il a bien compris son islam? Est-ce que l'islam intrinsèquement ne serait pas... Non, le problème, ce n'est pas l'islam, le problème, c'est la France, c'est nous tous. C'est nous tous, c'est notre incapacité à gérer harmonieusement une circonstance de notre histoire, qui est... Alors, pour l'instant, on raisonne dans le cadre du tissu national français, mais on verra si on raisonne à l'échelle de la Syrie ou de l'Irak. Mais la situation, la dimension pathologique de la situation que nous vivons est le résultat d'un dysfonctionnement des mécanismes de la représentation politique. Et nous sommes tous impliqués dedans, nous avons tous notre part de responsabilité, et le fait même que nous soyons encore hégémoniques, aussi bien à l'échelle internationale qu'à l'échelle du tissu national, fait que notre responsabilité est importante. Donc je vais me démarquer de toutes les approches qui interrogent sur, disons, qui d'une façon ou d'une autre énoncent une responsabilité unilatérale. Alors, le dossier de Daesh appelle deux grands chantiers. Le premier, c'est une révision lucide de nos modes d'interaction avec, je dirais, notre ex-périphérie coloniale, pour faire simple, pas avec le monde entier, avec les pays de notre ex-périphérie coloniale, revisite lucide de ce que nous avons fait et de ce que nous n'avons pas fait. Ce matin, un des intervenants au Sénat a eu cette phrase forte, il a dit « Non, ça ne commence pas avec la première guerre du Golfe ». C'était un Américain, il faut dire. Ça ne commence pas avec la première guerre du Golfe. Ça commence en 1953, quand nous mettons fin à l'expérience démocratique iranienne pour rétablir, pour que le pays accouche d'un pouvoir autoritaire qui va nous être moins préjudiciable en matière d'intérêt pétrolier. Donc, il faut faire une révision lucide. Quand je dis introspection lucide, ça ne veut pas dire, encore une fois, de nous rouler dans la cendre et de porter 99% de la responsabilité, mais il faut, depuis 1990, c'est la militarisation de la diplomatie pétrolière américaine, facilitée par le retrait de l'URSS. C'est cette séquence-là que nous devons revisiter, c'est nos postures en politique étrangère, la façon dont nous avons emprunté très souvent des raccourcis en cautionnant des systèmes autoritaires que nous devons revisiter. Et puis l'autre, donc c'est les dysfonctionnements du vivre ensemble international, on peut le dire comme ça. Et ça facilite la transition avec le second grand dossier que nous devons, me semble-t-il, adresser, qui est les dysfonctionnements du vivre ensemble en France, dans le tissu national. Les fractures, au cas où je sois pris par le temps, est-ce que je suis optimiste? Non, je suis très pessimiste. Pourquoi je suis pessimiste? Parce que le tissu national de notre pays est endolori. Il y a des zones où ça gratouille, où ça chatouille, où il y a des fissures dans le tissu national. Ces fissures du tissu national, ces parties endolories du tissu national devraient recevoir du baume et des caresses. C'est-à-dire que la composante du tissu national qui est mal à l'aise, qui est sollicitée, qui est déchirée, devrait être réconfortée, confortée. On devrait rétablir la confiance. Or, on verse de l'acide. Or, on verse de l'acide sur les plaies. On met du sel sur les plaies.
Pourquoi mettons du sel sur les plaies? Pourquoi, à bien des égards, toutes couleurs politiques confondues, au cours des 2 décennies écoulées, nous n'avons pas fait une gestion rationnelle et donc efficace de la menace terroriste? Nous l'avons, jusqu'à un certain point, nous l'avons instrumentalisé comme source de dividendes politiques et nous l'avons encouragé comme source de danger. Je vais prononcer quelques formules très, très, très provocatrices. Ne le prenez pas mal, c'est le jeu. Hein, c'est le jeu de cette présence-là qui est d'employer des formules que, bien sûr, je n'assume pas au premier degré. Mais je pense que le plus méchant de ce que j'ai dit récemment, ou le plus abrupt, ou le plus raccourci, ou le plus à l'emporte-pièce, j'ai dit ma conviction que le Charles de Gaulle était parti faire la campagne électorale du PS pour les régionales. Bien davantage, pardon, bien davantage qu'il est venu... Non, mais je n'inscris pas cette remarque dans un débat politicien. Donc, je n'inscris pas ma remarque dans un débat politicien. C'est pas une attaque contre une couleur politique. La France, d'une façon générale, a tendance à faire une gestion électoraliste des dividendes politiques que crée la menace sécuritaire. Toutes couleurs politiques confondues. Voilà. Donc, j'ai le sentiment que, comme l'enjeu, vous le savez tous, c'était de capter, c'était de rester en contact avec un sentiment profond qui traverse la société française et qui est lié à une conjoncture historique lourde. Nous sommes dans une période de notre histoire où nous sortons de la phase d'hégémonie extrêmement confortable de la période coloniale et de la période immédiatement post-coloniale. Nous sommes appelés à reprendre un rang plus modeste dans le concert des nations. Et il me semble que nous avons des difficultés à gérer sereinement, à faire la différence entre des menaces. Moi, je ne suis pas un pacifiste. Je dis simplement, si nous sommes en situation de confrontation, je veux ajuster mes lunettes sur le nez pour savoir sur quoi je tape. Je ne veux pas les poser pour taper plus fort. J'ai le sentiment qu'une partie du discours politique, et nous en avons eu quand même une expression très caractéristique il y a quelques jours, ne nous demande plus de comprendre. Il y a eu des antécédents aux déclarations du Premier ministre sur le fait que essayer de comprendre, c'est excuser. Non, je pense qu'une attitude pareille n'est pas pardonnable. Il y a eu des antécédents. On a eu le président d'une chaîne de télévision à vocation internationale qui a dit dorénavant, je ne veux plus voir sur ce plateau des gens qui vont m'expliquer les tensions en Syrie et en Irak en termes de chiites et de sunnites. Il y a désormais les méchants et les bons et il est temps de s'en apercevoir. Bon, donc, pour faire une entrée en matière extrêmement provocatrice sur les sujets sur lesquels, à tort ou à raison, vous considérez que j'ai une expérience, je dirais que dès lors que nous sommes dans une posture unilatérale pour comprendre l'origine de nos problèmes, nous sommes inefficaces et contre-productifs. Nous allons les aggraver. Nous devons donc faire une évaluation extrêmement lucide des dysfonctionnements du vivre ensemble international et des dysfonctionnements du vivre ensemble national. Est-ce qu'il y a des recettes rapides, faciles ? Qu'est-ce que ça veut dire, le dysfonctionnement du vivre ensemble? Ça veut dire que la distribution des ressources entre les différentes composantes du tissu national n'est pas fonctionnelle. Il y en a qui reçoivent plus, et il y en a qui ne reçoivent pas assez. Vous allez me dire, vous voulez qu'il y ait plus de pauvres ou moins de riches? Oui, bien sûr, dans un cas de figure idéal, mais c'est difficile comme enjeu. Mais moi, il me semble qu'il y a des terrains sur lesquels nous pouvons affecter le dysfonctionnement du vivre ensemble qui sont beaucoup plus immédiatement... Je me souviens, cher monsieur Millard, l'avoir dit devant la Commission des Affaires étrangères à laquelle vous participiez il y a quelques mois. Vous m'avez oublié déjà. Hein, vous m'oubliez tout le temps. On s'est vu à Damas, on s'est vu... Bon. J'ai dit la distribution des ressources dans le tissu national, c'est pas que les ressources économiques. C'est pas que les ressources économiques. C'est les ressources symboliques. C'est la capacité que l'on donne ou que l'on ne donne pas à tous les segments du tissu national de se considérer comme accueillis à égalité dans le paysage médiatique.
Et j'avais pris un exemple et j'avais été très surpris de voir que la présidente de la commission n'était pas familière de l'exemple que j'avais pris. Je lui ai dit, vous savez, le pire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de fabriquer des fausses élites musulmanes et de leur donner la parole au nom de leurs co-religionnaires. Et c'est ça qui... mais je pense que monsieur le rapporteur se souvient de mon exemple et lui, il l'avait immédiatement compris. Parce que j'imagine que quand il entend l'imam Al-Roumi parler au nom des musulmans, alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner 3 phrases, eh bien, il se sent humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument tout Français de confession musulmane qui dit « Mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas ?» Donc on a déjà là, qu'on peut toucher du doigt et qui coûte pas cher, un dysfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans. Nous ne souhaitons... Alors déjà, Al-Roumi, il y a le modèle analphabète et il y a le modèle savant. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. Mais sinon, on le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis, moi, François, patron Saint François d'Assise, si c'est Mohamed qui le dit, au bout de 2 minutes, il est traité d'intégriste. Mais de l'extérieur, on a le droit de dire, cessez de jouer avec les mécanismes de représentation des musulmans de ce pays. Vous allez déjà desserrer, vous allez ouvrir la cocotte minute, la soupape. Laissons déjà des musulmans s'exprimer dans le débat public en ayant une posture oppositionnelle. Et vous pourrez retrouver des archives, parce que je n'aime pas qu'on dise « Ah, Burga, il aime bien les musulmans, donc il dit des trucs gentils pour les musulmans. » Non, moi j'aime bien mon pays. Au nom de l'intérêt que je porte à mon pays, il y a déjà 20 ans, j'ai dit, s'il y avait plus de musulmans râleurs, protestataires, dans l'espace du débat public français, nous aurions fait moins de conneries dans cette région du monde. Nos politiques étrangères auraient été plus fonctionnelles. Nous aurions peut-être entendu les grincements qui ont mis des années à nous arriver aux oreilles du dysfonctionnement des systèmes politiques maghrébins. On aurait peut-être commencé à croire qu'il ne fallait pas mettre tous nos œufs dans le panier de Ben Ali, comme on l'a fait jusqu'à la dernière minute. Alors, comme il a semblé que je tapais sur la gauche, je vais taper sur la droite, quand même, Madame Ali Omaré, face au printemps arabe. Et elle a proposé un surcroît de fonctionnalité à l'appareil répressif tunisien. C'est tout ce qu'on avait compris. Eh bien, non, mais je suis certain que nous sommes au-delà de ces petites divergences politiciennes. On est là pour ça. Et donc, je pense que si nous avions plus de voix musulmanes, entre guillemets, mais protestataires, pas émasculées, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants, hein, eh bien, nous aurions une meilleure... je prends des fois des exemples triviaux. Je dis, un arabe pour vendre des TGV, ça peut être bien. Eh bien, un arabe, pour nous dire la perception qu'il a des dynamiques politiques dans le monde arabe, ça peut être bien aussi. Ça peut aider. Sachons nous appuyer sur une perception expurgée d'une série de contingences, de difficultés qui sont inhérentes à l'histoire. Pourquoi on n'arrive pas à nous corréler rationnellement avec les dynamiques politiques dans cette région du monde? Bon, on pourra en parler pendant des heures. Il y a des explications parfaitement rationnelles. D'accord ? Nous sommes en symbiose avec la petite frange des populations maghrébines qui nous disent dans la langue que l'on comprend ce qu'on a envie d'entendre. Malheureusement, on ne s'est pas aperçu. Bon, des fois, encore une fois, c'est une expression très réductrice, mais j'ai écrit quelque part, j'ai dit le président de la République est allé à la Marsa. C'est vachement bien et je suis content qu'on ait des bonnes relations avec la Marsa. La prochaine fois, dès qu'il aille en Tunisie. C'est une boutade, vous me comprenez? Ça veut dire on ne doit pas établir une bonne relation qu'avec le segment social et le cas échéant linguistique qui nous dit dans la langue que l'on comprend ce qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire aidez-nous à lutter contre les islamistes. Ça, c'est dysfonctionnel. On doit être capable d'établir des relations avec le tissu complexe de la société dans son ensemble, y compris si on nous dit en arabe des choses relativement désagréables. Mais si on accepte cette interaction, on va voir que la matrice des valeurs communes, elle est bien là.
Je ne demande pas aux Français de devenir musulmans. Je ne demande pas aux Français de renier leurs valeurs. Je demande de comprendre qu'elles peuvent être parfois véhiculées par des acteurs qui ne les expriment pas avec exactement les mêmes codes symboliques. Et ça, c'est, je dirais, si je devais m'arrêter là, je dirais, c'est ça notre problème. Notre problème, et dans la crise syrienne, on va le retrouver, notre problème dans la crise syrienne, c'est que nous n'avons jamais été capables d'identifier des acteurs. Dans la crise syrienne, il y a 4 catégories d'acteurs. Il y en a 2 qui fonctionnent avec le même logiciel, on va dire républicain et nationaliste laïque. C'est le régime et son opposition non djihadiste et non kurde. Et il y a 2 autres acteurs qui fonctionnent avec un logiciel où l'appartenance est soit confessionnelle, c'est Daesh, soit ethnique, c'est les Kurdes. D'accord ? Notre énorme problème, pourquoi la crise syrienne est montée par les extrêmes ? Parce que nous n'avons pas su gérer le centre. Pourquoi n'avons-nous pas su gérer le centre ? Parce que nous n'avons jamais été capables de définir des interlocuteurs, je dis les islamistes républicains. Je dis républicains. Moi, le type, s'il dit Bismillah le matin, je m'en fous. Je veux savoir ce qu'il dit après et ce qu'il fait après. S'il fonctionne dans le cas d'un logiciel qui est un logiciel national, dans une temporalité et dans une territorialité qui est syrienne et nationale, je peux continuer avec. Et nous, on ne voulait pas. Nous, on voulait générer une opposition syrienne qui soit à notre image, complètement. C'est-à-dire qui soit pas laïque et républicaine, parce qu'elle est laïque et républicaine, le tronc commun de l'ASL, même lorsqu'ils disent Bismillah. Mais on voulait, l'image vaut ce qu'elle vaut, Johnny Walker et mini-jupe. Un bon musulman, pour les Français, c'est un musulman qui n'est plus musulman. Et donc, je pense qu'au cœur de notre difficulté à interagir efficacement dans le monde arabe actuellement, c'est notre incapacité à créer une relation rationnelle avec cette génération politique qu'on balaye d'un revers de main en l'appelant islamiste, sans faire l'effort intellectuel de comprendre ce qu'il a produit. Et si on fait cet effort intellectuel, et on peut le faire si vous voulez que vos questions portent là-dessus, parce que je vais m'interrompre, on va voir que notre erreur, ça a été ça. On a immédiatement fait preuve de suspicion. Hein, je dis, les Syriens, on leur a donné la cuillère. Mais on n'a pas voulu leur donner la fourchette. On avait peur qu'ils nous la plantent dans les doigts. C'est-à-dire qu'on a fait confiance à une infime, et ça je peux vous assurer, j'étais sur le terrain, je me suis entretenu avec des groupes armés dans les camps de Zaatari, j'étais en Syrie jusqu'à la fin, j'avais quand même des contacts très directs, et je cite souvent la même anecdote, les leaders armés rencontrés à Zaatari qui m'ont dit « François, si on est 5 dans la pièce, il y a une belle fille qui rentre, et elle donne une rose à un seul d'entre nous. » Alors les autres, ils disent « Qu'est-ce qui nous est arrivé ?» Et qu'est-ce qui nous est arrivé ? Vous avez 3 poils de trop. Et donc les services secrets, français, jordaniens et paradoxalement saoudiens, jusqu'à un certain point, même si ça choque, ont éliminé tous les groupes dont ils estimaient qu'ils n'étaient pas suffisamment laïques à un moment. Et ça a généré ce processus qui a envoyé, ceux d'entre vous qui suivent un peu la crise syrienne, peut-être vous avez vu le film Retour à Homs, avec ce jeune footballeur, je dirais comme vous et moi, si ce n'est qu'il est plus jeune que nous. Pourquoi est-il entré dans Daesh, ce monsieur ? Pourquoi il a terminé son itinéraire de douleur dans Daesh ? Eh bien, parce que toutes les alternatives dites modérées avaient été abandonnées et trahies par les sponsors occidentaux et arabes jusqu'à un certain point. Donc, voilà, si je pense que j'ai mérité suffisamment de critiques et peut-être de questions, je dirais au cœur de notre dysfonctionnement intellectuel et donc politique à l'étranger et en France, il y a notre incapacité à accepter que des acteurs politiques puissent avoir une relation avec leurs références religieuses qui est comparable à celle de ma grand-mère. Ce n'est pas si exotique que ça. Tout à l'heure, il y avait un député savoyard. À ma grand-mère savoyarde, je veux dire, la place de l'appartenance religieuse était comparable à celle. Ma grand-mère n'aurait pas laissé rentrer un franc-maçon dans la maison, je crois. On m'a dit une fois, il n'aurait pas pu franchir le seuil. Et puis non, il n'aurait pas coupé la gorge. Mais on peut revenir là-dessus. Mais disons que le sentiment religieux, moi je ne vous parle pas des djihadistes là, je parle de ceux que l'on a exclus parce qu'on considérait que le niveau de religiosité était, parce qu'ils n'étaient pas assez laïcs. Donc voilà, ma conclusion ou ma proposition de départ, c'est nous ne sommes pas capables d'établir un contact interactif efficace avec le corps médian. Et s'il ne se passe rien au centre, eh bien nous nourrissons la montée aux extrêmes. Et regardez bien ce que nous avons fait en Syrie, nous avons nourri la montée aux extrêmes.
Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci, monsieur Burga. Je vais passer la parole d'abord à monsieur le rapporteur qui a un certain nombre de questions à vous poser, et puis après nos collègues. Je veux dire, qu'en vous écoutant, monsieur Burga, quand même, cette phrase du général de Gaulle qui revient à l'esprit et qui parlait de l'Orient compliqué, bien sûr. L'Orient a toujours été compliqué, il le reste. Et en même temps, on sait bien que ça nous concerne tous, mais quand on écoute votre propos liminaire, on a quand même l'impression que la responsabilité de l'Occident est totale. C'est un peu ce qui se dégage de votre présentation. J'ai fait une incise à plusieurs reprises pour dire Oui, ne mais- faites pas dire ce que je n'ai Oui, pas dit. mais en même temps, sans rentrer non plus complètement dans la problématique du Moyen-Orient lui-même. Alors, je pense que peut-être vous allez rééquilibrer votre propos, parce que, je veux dire, on a l'impression d'une culpabilisation totale et complète de l'Occident et des Occidentaux que nous sommes. Je ne pense pas que ce soit ça que vous ayez tout à fait voulu dire, mais enfin, c'est ça qui ressort tout de même de votre propos liminaire. Monsieur le rapporteur. Monsieur Burga, merci pour cette passion dans votre expression. On avait déjà eu l'occasion de nous rencontrer. On peut être en désaccord au sein de ce groupe. Moi, j'avais écouté, je pense que c'était une phrase, ça me permettra de revenir sur vos propos, d'Hubert Védrine, qui doit quand même nous éclairer sur, me semble-t-il, sur la vision qu'on peut porter sur le monde, qui disait c'est plus 500 millions d'Occidentaux aujourd'hui qui peuvent dominer le monde, quoi. Et 500 millions d'Occidentaux qui imposent leur vision du monde au reste de la planète. C'est une réflexion qui doit globalement quand même nous amener à réfléchir là-dessus et sur lequel il me semble qu'on n'a pas assez réfléchi. Moi, je partage avec vous l'idée, qui n'excuse en rien, et on est dans un autre débat actuellement à l'Assemblée, aussi compliqué, que la République doit réfléchir à sa capacité qu'elle n'a plus à donner une identité, une citoyenneté à des jeunes Français nés sur son sol et qui sont, pour des raisons familiales, etc., considérés comme musulmans. Je dis bien considérés, quoi. Parce qu'il y a une espèce d'enfermement sur la citoyenneté aujourd'hui définie de manière culturelle à travers un nom ou une couleur de peau. C'est assez compliqué, mais ça nous amène sur d'autres sujets. Moi, j'avais quelques questions à vous poser. La première, c'est, vous considérez que les régimes saoudiens, émiratis, égyptiens amènent, j'allais dire, à renforcer le jeu de Daesh, qui prône une contre-révolution et légitime son discours. Alors, la question, ou les deux questions là-dessus, c'est de savoir, à votre avis, quel devrait être le rôle de ces trois pays cités et quelle serait, à votre avis, la relation et les discours qu'on devrait porter auprès de ces trois pays. Premier élément, aux premières questions que je souhaitais vous poser. Deuxième question que je souhaitais vous poser, qu'est-ce qui pousse, d'après vous, ces jeunes aujourd'hui dans cette armée internationalisée autour de Daesh, ou ces combattants autour de Daesh, et en particulier des citoyens français, parfois des citoyens français convertis, à rejoindre les troupes de Daesh? Qu'est-ce qui les amène à franchir le pas, à passer de l'autre côté? C'est la deuxième question que je souhaitais vous poser. La troisième question que je souhaitais vous poser, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui un changement de stratégie de Daesh avec la multiplication, pratiquement sur tous les sols, des attentats par rapport à ce qui était sa stratégie première d'expansion territoriale? Je propose de répondre à ma question et aux trois questions de monsieur le rapporteur, si vous voulez bien.
y a donc déjà de motivations qui sont d'ordre négatif. Il faut comprendre pourquoi un individu rompt avec l'environnement auquel il appartenait. Donc il y a une première série d'investigations, et là, très 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 vite, on va tomber sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les dysfonctionnements du vivre ensemble. Attention à ne pas emprunter de raccourcis socio-économiques qui dépolitiseraient. Un autre de mes récurrences rhétoriques, c'est de dire attention à n'importe quelle analyse qui nie aux acteurs la qualité d'acteurs politiques. C'est-à-dire qui dit c'est des pauvres mecs qui sont tombés sur la tête. Peut-être pouvez-vous retrouver trace d'un texte relativement synthétique paru sur Rue 89, par lequel j'ai répondu à la problématique d'Olivier Roy. La problématique d'Olivier Roy, islamisation de la radicalité. Il y avait des petits jeunes, eh ben, ils ont pété un câble. Il y a 20 ans, ils seraient devenus Mao. Ben, aujourd'hui, ils sont devenus islamistes. Ça n'a rien à voir ni avec le conflit israélo-arabe, ni avec l'histoire de la colonisation, ils ne l'ont pas connu, ni avec nos bombes. Et évidemment, j'ai réagi à cela en prenant... Olivier Roy dit qu'il y a deux thèses qui s'affrontent. La thèse culturaliste, la radicalisation de l'islam. Vous partez de Bernard Lewis en passant par Abdelwahab Medeb, vous allez voir que tous nos ennuis sont inhérents à la culture de l'autre. Ça vient de l'islam, il y a un truc qui déconne dans cette religion, ils n'ont pas fait la révolution au bon moment, etc. Olivier Roy donne une alternative, il dit non, c'est l'islamisation de la radicalité, donc ça n'a rien à voir avec l'islam en quelque sorte. Mais le problème, c'est que pour affirmer cette proposition méthodologique, il nous dit l'autre thèse, l'alternative à la thèse culturaliste, c'est la vieille antienne tiers-mondiste. C'est-à-dire la vieille antienne de ceux qui disent ben oui, c'est le prolongement des dysfonctionnements de la décolonisation, c'est la mémoire coloniale qui ressurgit, c'est le message irradié par le dysfonctionnement massif du conflit israélo-arabe, c'est l'imaginaire colonial, et lui il dit non, ça n'a absolument rien à voir. Alors donc, moi je prends le contre-pied et je dis la première variable que nous devons examiner, c'est pourquoi un individu, pourquoi l'un des nôtres ne veut plus être l'un des nôtres. Attention, oui, il va y avoir des variables socio-économiques, peut-être parce qu'il n'a pas eu le bon boulot, peut-être parce qu'il est mal logé. Je ne nie pas cette variable-là. Mais si on s'y arrête, je dis, attention, erreur méthodologique. Et je vais prendre un exemple qui va vous choquer totalement, mais je prends deux exemples pour faire comprendre que la microsociologie des auteurs des attentats ne suffit pas à nous informer, à nous donner les moyens de comprendre et donc d'agir sur le mécanisme. Le premier exemple que je prends, je vous dis, si je vous apprends aujourd'hui que Atta, vous vous souvenez de Atta, c'est le mec qui pilotait le Boeing qui s'est écrasé sur les tours du World Trade Center. Si je vous dis, vous savez, Atta, il avait des gros problèmes, en plus c'est vrai, il avait des gros problèmes avec sa sexualité, il avait des problèmes avec les dames, tout ça. Et puis si je vous dis, mais l'autre, savez-vous qu'il avait raté le bac 2 jours avant? Bon, et on continue comme ça. Et je vous vends l'explication d'individus en situation d'échec pour vous donner l'intelligibilité de ce qui s'est passé en septembre 2001. Vous ne croyez pas qu'il va nous manquer quelque chose à la fin de la discussion? Même chose, si on repart dans, alors je le dis affectueusement, dans le Dounia Bouzard. C'est-à-dire si on s'aveugle sur la microsociologie, si on passe l'après-midi dans l'escalier du HLM de la ville de Nice, d'où est parti le djihadiste, et qu'on veut que l'explication se limite, il avait raté le bac, il avait un pas bon boulot, on va rater quelque chose. Qu'est-ce que je vous demande de faire? Je vous demande de faire un zoom arrière. Je vous demande de faire un zoom arrière et de regarder la confrontation dans une territorialité beaucoup plus large. J'emploie souvent une autre image qui consiste à critiquer un dessin de Plantu, spécialement pour vous, Monsieur Millard. Là, le dessin de Plantu, c'était un non-musulman qui est agressé par un musulman. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il est mort, il baigne dans son sang, d'accord? Et puis, un musulman agressé par un non-musulman. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il est confronté à une épouvantable caricature qui ne lui plaît pas. Et moi, face à ce dessin, j'ai dit, ouais, d'accord, c'est ce que 80% des Français pensent.
ou 90. Moi, je vous demande de faire un petit zoom arrière, et dans le ciel, je vous demande de mettre les Rafales, les F-16 et les drones. Ça va un tout petit peu rééquilibrer cette dichotomie simplificatrice qui voudrait qu'il y en a qui manient le crayon et d'autres la Kalachnikov. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et bon, Daesh, je suis désolé, nous les avons bombardés. Ils nous ont bombardés. On va les bombarder encore plus. Est-ce qu'on est vraiment dans une rationalité qui va nous aider de dépasser? Donc, on a des motivations négatives. Pourquoi sommes-nous rejetés par une partie du corps social français, par une infime périphérie? Une infime marge, 0,0, n'oubliez jamais. Mais moi, je considère qu'il y en a 0,0 qui nous rejettent par les armes, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui ne peuvent plus nous voir en peinture. Croyez-moi. Vous savez, dimanche, j'étais à Saint-Denis, j'ai parlé avec des associations musulmanes pendant 4 heures. La tension, elle est forte. Bien sûr, ils ne vont pas mettre des bombes demain matin. Mais la tension, le désarroi de tous les côtés où on se tourne, on en rajoute une couche et on ne voit que des signaux qui contredisent ce qu'on voudrait voir. Qu'est-ce qu'on voit? Netanyahou défile en tête de 50 chefs d'État qui luttent contre le terrorisme. On radicalise ou on déradicalise? Donc on a toute cette série de dysfonctionnements dont je vous demande simplement de garder présent à l'esprit qu'elle n'est pas seulement socio-économique. Le dysfonctionnement du vivre ensemble n'est pas seulement socio-économique. Les derniers arrivés dans le groupe du tissu national français souffrent de nos politiques à l'égard des pays auxquels ils sont liés par un dénominateur, par exemple, confessionnel. D'accord? Alors après, on doit dire, d'accord, ils nous disent, merde, mais ils pourraient partir sur la côte ouest des États-Unis. Pourquoi partent-ils dans Daesh? Donc nous devons voir les ressources positives, cette fois, de Daesh. En quoi Daesh attire? Qu'est-ce que les gens attendent dans Daesh qu'ils n'ont pas eu dans leur groupe de départ? Alors évidemment, on peut jouer au premier degré, on peut jouer tout l'inverse, toute la gamme de l'inverse des motivations négatives, c'est-à-dire un individu qui n'était pas assez considéré dans son tissu national d'origine va avoir, il nous manque un mot en français de empowerment, il va avoir des ressources de pouvoir qu'il n'avait pas dans son groupe d'origine, il va avoir de la reconnaissance, mais ça va aller plus loin. Un jour, quelqu'un m'a dit... cessez de comparer les djihadistes français avec les jeunes Français de confession israélite qui vont s'engager dans Tsahal, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, mais disons, une mobilisation transnationale sur une base confessionnelle, ce n'est pas unique, ça a existé dans des tas de configurations. Et quelqu'un m'avait répondu, à très juste titre, oui monsieur, mais il y a une différence entre un jeune qui part dans Tsahal, casser du palestinien dans des conditions juridiques proches de l'illégalité, etc., et participer à des choses pas très belles. Ou un Français qui partait dans les milices d'extrême droite libanaises pendant la guerre civile libanaise. Il y a une différence, c'est que le jeune israélite, il ne va pas rentrer en France pour nous jeter des bombes. C'est vrai, cet argument est un argument de poids, mais on peut quand même y répondre. Un jeune Français de confession israélite, quel que soit le discours des autorités communautaires israélites, rentre dans un pays dont on sait très bien qu'il ne manifeste pas tous les matins une hostilité irréductible au pays où il est parti. Même si ça fait partie d'un certain discours de propagande de dire la France est devenue antisémite, c'est quand même difficile de faire porter cette responsabilité au gouvernement. Alors que le jeune qui part dans Daesh a le sentiment que le terroir qu'il a quitté fait partie de ceux qui, et c'est au premier degré, fait partie de ceux qui l'empêchent de vivre son rêve communautaire sunnite dans le pays qu'il a rejoint pour vivre. Parce que sa motivation positive, c'est je vais pouvoir faire là-bas ce que je ne peux pas faire en France, c'est-à-dire vivre toutes les exigences sociales de ma religiosité. De façon excessive, je ne porte pas un jugement, ce n'est pas un modèle, mais c'est ça qu'il a dans sa tête. Il fait la hijra, il part dans un pays où il va pouvoir vivre son islam. Et il s'aperçoit que ce pays où il va pouvoir vivre son islam, il est menacé par le pays que précisément il a quitté parce qu'il l'empêchait de vivre son islam. Donc le malentendu qui a nourri son départ, il va s'exacerber quand il va regarder le rôle de la France qui vient le bombarder là où il est parti. Donc je dirais, c'est ça pour moi la mesure.
le traitement des régimes du Golfe, franchement, là, vous me demandez de faire un exploit. Parce qu'il faudrait vraiment faire de grands détours. Mais je vais quand même donner quelques points de repère. Premièrement, le ressort de la politique de l'Arabie saoudite n'est pas idéologique. S'il vous plaît, arrêtons de penser que l'Arabie saoudite n'a qu'un rêve en se réveillant le matin, il faut que j'exporte mon wahhabisme. Les Saoudiens n'ont qu'un rêve en se réveillant le matin, c'est il faut que je reste au pouvoir. À n'importe quel prix, je suis au prix de n'importe quelle concession idéologique. C'est-à-dire que je suis capable de prendre appui sur des acteurs qui, sur le papier, me sont hostiles. Et je peux vous donner des dizaines d'exemples. Le cas yéménite est particulièrement évocateur. Les Saoudiens ont soutenu le Sud communiste contre le Nord religieux au moment de l'épisode de guerre civile de 1994. Au début de la crise qui a conduit à la guerre que nous connaissons, à la coalition, les Saoudiens, je peux vous l'assurer, ont soutenu les rebelles chiites Houthis contre le président élu, contre le système institutionnel sorti du processus de consultation nationale. Et pourquoi ils le faisaient? Parce que les Saoudiens, ils ont deux ennemis. Le vrai ennemi qui les menace, il n'est pas chiite. Il est chiite au sens de l'hégémonie régionale, mais il ne les menace pas, il ne menace pas leur trône, même s'ils ont une minorité chiite, parce qu'un acteur chiite ne peut pas être légitime, ne peut pas prétendre à mettre en danger le pouvoir politique des Saouds. Donc les Saouds, leurs ennemis, sont sunnites. Et ce qui s'est passé l'autre jour, je me suis exprimé là-dessus, j'ai dit, c'est pas une guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et c'est pas une guerre entre les sunnites et les chiites, c'est un mode d'action du régime saoudien pour régler ses comptes avec son opposition. Et regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il est menacé par les modérés et il est menacé par les radicaux. Mais la pression sur des radicaux est devenue plus forte. Donc, il a cessé de soutenir les Houthis. Pourquoi soutenait-il les Houthis? Parce que les Houthis affaiblissaient les frères musulmans de l'Islam et donc affaiblissaient les modérés qui le menacent. Et il a concentré ses efforts sur les radicaux. Alors, il a fait deux choses. Il est entré en guerre bruyamment. Il est allé casser du chiite à la périphérie du monde arabe. Il est allé dire, les radicaux sunnites n'ont pas le monopole de la défense des sunnites. Moi aussi, pouvoir saoudien, je peux casser du chiite. Je vais aller me battre bruyamment. Pourquoi le Maroc? Que vient faire le Maroc dans la coalition contre les Houthis? Il vient redorer son blason sectaire. Il vient faire que les radicaux n'aient plus le monopole de la défense par les armes des intérêts existentiels des sunnites. D'accord? Quand il a fait ses exécutions, le régime, ces 47 personnes, dont 43 sunnites, il a envoyé un message à qui? À l'Iran? Certainement pas. Il a sous-estimé l'impact de ce geste à l'égard de l'Iran. Il a envoyé un message aux sunnites radicaux et il leur a dit, je vais vous taper de deux manières. Je vais vous rappeler que le bâton est là et je vais exécuter 43 d'entre vous, mais je vais vous prendre sur le terrain du radicalisme anti-chiite et je vais vous démontrer que moi, je peux assassiner aussi un ou deux chiites. Et je vais exécuter Nimr Bakr el-Nimr, qui n'était pas un terroriste au sens où l'étaient les autres véritablement. Je ne vais pas vous laisser monopoliser le terrain extrêmement légitimement du radicalisme anti-chiite. Donc, si vous voulez, il faut désidéologiser notre lecture de la stratégie des monarchies du Golfe. C'est totalement faux de dire que le Qatar a initié le printemps syrien. C'est parfaitement faux parce qu'une chronologie permet de nous le dire. Si vous viviez à Damas, vous saviez quand vous rentriez à Damas qu'il y avait une montagne tout éclairée dans la dernière colline avant d'arriver à Damas, c'était le palais de l'émir du Qatar. L'émir du Qatar avait d'excellentes relations avec Bachar el-Assad. Les relations ont mis 5 semaines à se dégrader. Quand le Shir Qardawi a reproché au régime syrien de tirer à l'arme vive, aux vraies munitions, contre les manifestants pacifiques. Bachar l'a très mal pris, il a demandé des excuses, l'émir du Qatar a envoyé son fils pour présenter des excuses, ça n'a pas suffi, ça a dégénéré, et au bout de 4 semaines ou 5 semaines, on peut vérifier, El Jazeera est entré dans la danse, et donc le Qatar, oui, a soutenu, d'accord ? L'Arabie saoudite n'a pas soutenu les groupes extrémistes. Attention,
des individus, des comportements individuels, on ne peut pas en rendre compte, c'est compliqué, mais les élites saoudiennes au pouvoir n'ont pas soutenu les groupes radicaux. Ils étaient plus laïcs que les Qataris. Les Saoudiens voulaient dealer exclusivement avec les officiers qui avaient fait défection. Donc, s'il vous plaît, débarrassons-nous de cette variable idéologique beaucoup trop encombrante qui nous fait expliquer le comportement des acteurs. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui expliquait le comportement de l'Iran, de l'intérieur, et disait « arrêtez de penser que c'est une guerre confessionnelle ». Non, il y a une guerre stratégique, il y a quand même des intérêts stratégiques qui sont beaucoup plus forts, et il y a la parano des élites au pouvoir. Et les Iraniens, eh ben, ils ont une parano qui date de quand on leur a balancé l'Irak dans les jambes. Ils ont la parano de régimes sunnites qui leur seraient hostiles dans la périphérie. Eh bien, les Saoudiens, ils ont une parano contre absolument tout ce qui menace leur pérennité au pouvoir. Alors, de là à dire l'Arabie saoudite, c'est le Daesh qui a réussi, ça ne me plaît pas non plus pour une seconde raison. Parce que qu'on peut corréler avec mon refus de l'approche islamologique de la déchirure du tissu national français. Parce que quand on veut se rebeller, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa religion, on trouve le lexique qui légitime sa rébellion. Ce n'est pas le lexique, ce n'est pas l'exportation du lexique. « Ah, le pauvre, il a lu une page de Seytrup, c'était un brave mec, tout allait bien à bord. Il a lu une page de Seytrup, il est devenu radical. » Non. Il va devenir radical s'il prend une baffe, et puis une autre baffe, et puis une troisième baffe, et puis un coup de pied, et 2 coups de pied. Au bout d'un moment, il va péter un câble, il va prendre ce qui, dans le paysage, peut servir à exprimer et à légitimer son refus, son besoin de confrontation avec l'environnement qui l'opprime, et ça pourra être un langage assimilé au wahhabisme. Mais ce n'est pas le lexique des acteurs qui détermine leur comportement. Ce sont des considérations politiques. S'il vous plaît, redevenons des hommes politiques dans nos raisonnements et laissons un peu de côté le poids, parce que c'est trop facile, vous comprenez. Si les Israéliens écrabouillent les Palestiniens, c'est difficile d'avoir à gérer ce conflit sur un terrain politique. Ils sont méchants avec moi parce que je leur marche sur les pieds. C'est tellement plus facile de pouvoir dire ils sont méchants avec moi parce que, vous savez, c'est leur culture, c'est l'islam. Ils n'ont pas fait. La suridéologisation d'un différent politique permet toujours de se sortir d'une impasse. Alors que si on revient sur le terrain du politique, on est obligé de nous distribuer la part de responsabilité. Monsieur le Président, je me suis très mal fait comprendre. Si j'ai fait, et j'ai fait, me semble-t-il, plusieurs incises, je veux dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que la totalité de la responsabilité des dysfonctionnements politiques dans le monde arabe est une responsabilité occidentale. Et puis, c'est vrai, j'ai rajouté, la responsabilité du plus fort est plus forte que la responsabilité du plus faible. Alors ça, oui, je l'assume. Chaque fois que c'est nous qui sommes en situation d'hégémonie, dans un rapport de force, c'est celui qui est en situation d'hégémonie qui porte la part de responsabilité dans le dysfonctionnement de la relation. Alors, en ce sens, oui, s'il fallait faire un choix cruel, je le ferais. Nous portons une part supérieure. Nos modes d'intervention, le mode des Américains d'intervention dans le tissu de la société irakienne, pas depuis 90, même avant, mais disons depuis 90, est la clé de lecture. C'est nous qui avons fabriqué, c'est ce long tunnel de violence au bout duquel apparaissent des individus qui sont en situation de rupture totale. Je vous inflige pour conclure une métaphore facile à retenir. Il y a des considérant que je suis en empathie dangereuse avec les acteurs de l'islam politique, disent on ne devrait plus l'appeler burqa, on devrait carrément l'appeler burqa. Il y a un de mes partenaires dans l'analyse de la situation syrienne qui s'appelle René Naba. Et alors moi je dis, bon, depuis qu'il m'a appelé burqa, je l'appelle René Nabachar, parce que je considère qu'il est un propagandiste du régime syrien. Mais je dis, écoutez, je vous pardonne, vous pouvez jouer avec mon patronyme, mais je préférerais une autre déformation. Je vais employer un mot que malheureusement, j'ai bien peur, la plupart de vous ne connaissent pas. En tout cas, le grand public français ne le connaît pas. Ce n'est pas burqa, c'est buka. Buka, ça rime avec burga. Mais Buka, c'est un nom que presque personne connaît. C'est le camp de détention américain par lequel sont passés quasiment tout le leadership de l'Irak, de Daesh. Et on ne le connaît
pas ce mot-là. Mais Baghdadi, il est sorti de Buka. C'est-à-dire la fin du tunnel de l'humiliation, de la machine à laver du baasisme irakien, parce qu'il y a bien une capacité de violence dans ces sociétés qui viennent de l'intérieur. Hein, et après, la violence extrême de l'intervention américaine avec Fallujah, avec les armes infinies. Et après, on les remet aux mains de leur adversaire de toujours, les chiites. Et effectivement, au bout du tunnel, eh bien, on a cette catégorie d'individus qui est dans une situation de rupture absolue avec nous. Merci infiniment. Bien, merci, monsieur. Oui, je suis tenu par les formalités de la commission, monsieur l'intendant. Je vais persister à vous appeler par votre nom. Merci de nous inviter à redevenir des hommes et des femmes politiques. Mes chers collègues, j'ai 3 inscrits, monsieur Pueyo, monsieur Miard et monsieur Germain. Monsieur le Président, merci. Je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit, parce que j'étais un peu surpris lorsque, à plusieurs reprises, vous avez dit que le problème, c'est la France. C'est l'Espagne en ce cas-là, c'est l'Angleterre, c'est la Belgique, c'est le Danemark, c'est le Canada, c'est l'Algérie également, lorsque le Front islamique en Algérie a mis beaucoup d'attentats. C'est également en Égypte aussi. Donc je veux dire qu'il n'y a plus l'Occident. Moi, je voudrais vous poser une question. Parce que le sujet, c'est quand même la lutte contre tout ce que représente Daesh. Parce que moi, je suis un homme politique, socialiste, et je suis attentif à nos valeurs républicaines. On a mis beaucoup de temps à les mettre en place en France, parce que vous avez parlé de dysfonctionnement de vivre en France. Ce n'est pas nouveau. Au 19e siècle aussi, il y avait des dysfonctionnements de vivre en France par rapport aux ouvriers qui quittaient le monde rural pour aller travailler dans les mines. Il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Et pourtant, on n'a pas débouché sur des attentats tels qu'on peut les voir aujourd'hui. Et donc, moi, je voudrais vous poser une question. Faut-il lutter contre ce que représente Daesh actuellement ? Et sous quelle forme on peut lutter contre ce que représente Daesh ? Parce que je pense que dans plusieurs régions du monde, les fondamentalistes islamiques combattent les libertés, les idées de liberté démocratique, combattent ce que représente l'Occident par rapport à cela. Et puis, lorsque vous avez dit, il y a des jeunes qui dérivent parce qu'ils vont trouver à travers Daesh ce qu'ils n'ont pas pu trouver en Occident. Donnez-moi des exemples concrets et précis. Parce que lorsque on entend certains témoignages quand même de personnes qui ont été en Syrie, c'est pas glorieux ce qu'ils ont trouvé. La violence, l'arbitraire, la loi, la charia, une loi effectivement qui est monstrueuse, à mes yeux en tout cas. Donc moi je voudrais savoir, pour vous, est-ce que nous devons nous travailler ensemble pour lutter contre Daesh ? Et puis comme vous êtes chercheur au CNRS, je voudrais vous poser une deuxième question. Je suis allé aux Émirats arabes unis il y a très peu de temps, parce que je suis président du groupe d'amitié. Et dans ce pays, il y a une organisation qui s'appelle EDAYA, peut-être que vous la connaissez, qui est une institution internationale de formation, de dialogue et de collaboration et de recherche, justement pour lutter contre l'extrémisme violent. Ils parlent d'extrémisme violent, pas d'islamisme. On parle là-bas d'extrémisme violent. Et ils ont mis en place également une nouvelle organisation qui s'appelle Sabab, qui met en place une propagande, sur une contre-propagande par rapport aux propos tenus par Daesh. Voilà, je voulais vous poser 2 questions. Faut-il lutter ? Et comment vous voyez-vous cette lutte pour défendre nos valeurs républicaines ? Parce que moi, je connais bien le pays du Maghreb, moins que vous. Je suis allé des dizaines de fois au Maroc, des dizaines de fois en Tunisie, des dizaines de fois en Égypte. Je parle un petit peu l'arabe égyptien. Combien de jeunes Égyptiens m'ont demandé à venir en Europe ? Pourquoi alors ils veulent venir ? Des nombreux, pas des dizaines, des centaines, des milliers. Parce que peut-être ils pensent qu'en Occident, il y a quand même des valeurs positives. Il n'y a pas que des valeurs négatives, des valeurs positives liées à la laïcité, liées à la démocratie, liées à la tolérance. Merci. On va entendre nos autres collègues, peut-être. Jacques Méard, si vous voulez intervenir maintenant. Merci. Moi, le mérite d'être assez direct et permettre le débat. Je suis d'accord sur un point majeur, c'est qu'il y a malheureusement en France, et sans doute dans d'autres pays européens, voire occidentaux, une faute structurelle, c'est de vouloir traiter les problèmes de politique étrangère en fonction et au regard de la politique intérieure. Ça, je suis 1000 fois d'accord.
Et c'est un gros handicap de nos princes qui nous gouvernent. C'est-à-dire qu'on va prendre des initiatives internationales ou agir en fonction de l'opinion publique intérieure. Ça, c'est évident. Et dans l'affaire syrienne, comme dans d'autres, ça s'est marqué d'une manière structurelle. Il est exact également qu'on a fait une faute, c'est de croire, en nous montrant par exemple des femmes très évoluées, occidentalisées, comme étant représentatives d'un courant profond au sein de ces pays. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je me souviendrai longtemps de ce qui s'était passé un jour où j'étais avec Yvette Roudy, féministe notoire, et qui m'a appelé à son secours lorsque nous étions ensemble à Alger pour essayer de se défendre à l'égard de femmes algériennes qui disent « Nous, on a notre propre culture, arrêtez de vous mêler de nos affaires ». Ça, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins, et c'est là où je diverge un peu, c'est que ce que vous nous dites, et ça, c'est extrêmement grave, à la limite, c'est vrai qu'il y a une suite de frustrations, je suis d'accord avec vous, de problèmes non réglés, de partis pris qui ont été faits par tant la France, etc., dans un certain nombre de conflits qu'on a laissé pourrir. C'est vrai. Mais il ne s'agit plus de pleurer sur la cruche cassée. Et ce qui résulte de ce que vous nous dites, et c'est là où je voudrais quand même avoir votre position, c'est que vous nous dites, nous avons chez nous un certain nombre de gens qui ne se reconnaissent plus dans les valeurs et les principes de la République, comme cela vient d'être dit, et qui sont sur, je dirais, un autre logiciel identitaire. Mais c'est extrêmement grave de nous dire ça. Alors, il faudra vraiment le préciser, parce que vous avez quand même dit qu'ils ne se retrouvaient pas. Bien sûr qu'ils ont pris des gifles, bien sûr qu'il y a des problèmes socio-économiques, ça je suis d'accord avec vous, ça ne justifie pas ça. Mais ils ont une dimension religieuse qui nous échappe, parce que nous sommes religieux aujourd'hui. Et donc, ce que je crains, c'est que si on vous suit, ou tel que je vous ai compris, c'est qu'il y a deux cultures et qui risquent effectivement d'entrer en antagonisme parce qu'elles n'ont pas la même vision du monde que ce que nous sommes nous-mêmes, je dirais, depuis des lustres dans cette République que nous aimons. Alors, comment fait-on? Parce qu'il faut sortir de ce hiatus. Parce que si vous continuez sur le logiciel que vous nous exposez, je suis désolé, il n'y a pas de solution. Merci, monsieur le rapporteur. Pas défendre M. Burgat, il n'y en a pas besoin. Mais Jacques, si vous permettez, cette question qui touche des choses qu'on a du mal à évoquer entre nous en tant que républicains. Et moi, je suis inquiet, j'ai eu déjà l'occasion de l'exprimer dans mon groupe. Il y a une réalité aujourd'hui qui dépasse en France. Voilà. La question seulement socio-économique pour les gens considérés d'origine maghrébine, parce qu'on ne parle que d'eux, je veux dire, la réalité est celle-là, supposés de confession musulmane, avec un enfermement là qui parfois pèse beaucoup sur ces Français. Vous imaginez le silence, je peux en parler pour moi encore, moi je suis quelqu'un qui a une immense chance, mais le silence qui pèse, parce que ce silence est quelque chose qui est en fait l'idée surtout de ne pas s'exprimer par peur de provoquer. Il y a une vraie question à laquelle on doit réfléchir comme républicaine, toute tendance politique confondue aujourd'hui dans notre pays, c'est comment aujourd'hui la République peut donner une identité, une citoyenneté, et ne pas laisser une identité, une citoyenneté se faire ailleurs. Et elle ne touche plus seulement les gens en difficulté sociale. Et c'est là où l'inquiétude est réelle. Ça touche même des gens dans notre pays qui ont réussi sur le plan social. Voilà, moi voilà, j'essaie de corriger un petit peu le propos, mais c'est autour de ça. Mais moi, c'est une vraie interrogation. Vraiment, Jacques. C'est pas. Pardon pour l'incise, Monsieur le Président. Vous êtes bienvenu, monsieur le rapporteur, monsieur Germain. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur deux points. D'abord, j'avais lu votre article sur l'article d'Olivier Roy, et vous lui reconnaissez d'ailleurs le mérite d'avoir posé, en tout cas, renversé un peu la façon de voir les choses, et en tout cas de ne pas rentrer dans cette approche simpliste qui consisterait à dire que c'est une radicalisation de l'islam. Là où je trouve votre explication moins convaincante, c'est que quand même, on ne peut pas s'affranchir des parcours de ces personnes qui sont identifiées dans les
récents attentats, que ce soit en France ou ailleurs, puisque c'est un peu les mêmes profils. Et ce qui frappe souvent, alors il y a des exceptions, c'est pour ça que d'ailleurs moi j'ai pas lu l'article d'Olivier Roy comme excluant totalement les explications culturelles ou cultuelles, ni excluant totalement les explications tiers-mondalistes, mais comme voulant marquer ce point-là parce que renversant complètement la perspective de beaucoup. Mais enfin, dans ces parcours, quand même, ce qui frappe souvent, y compris pour certains menant à une très grande violence et très rapide, c'est d'abord la rapidité de la conversion à l'islam et du passage à l'acte. Dans des familles dont on comprend qu'elles n'étaient pas spécialement marquées par le conflit israélo-palestinien, pour ne prendre que cet exemple-là. Je vous trouve un peu noir dans votre vision de ce qui se dit dans les milieux musulmans en France, de la perception de ce qu'est de vivre ensemble. Moi, ça peut exister, mais je ne perçois pas ça globalement, en tout cas dans ma circonscription. Et je crois qu'on ne peut pas s'affranchir de cette réalité-là, qui tend quand même à dire, et ça vous l'avez dit, que dans des situations personnelles fragiles, Daesh et le système qui va avec, notamment médiatique, via Internet, via une communication très perfectionnée, fournit au fond un modèle clé en main qui donne à la fois du sens à leur vie et des moyens logistiques de passage à l'acte de manière extrêmement violente. Donc je crois qu'on ne peut pas écarter cela, sachant que par ailleurs ça a une très grande utilité. Bien sûr, rien n'exclut la violence, mais ce type de mécanisme-là, de bien les décrypter, ça permet de lutter efficacement contre cela. C'était ma remarque. Ma question, c'est plus, parce que moi, bon, par ailleurs, vous avez une façon très provocante de vous exprimer. Moi, je trouve un peu quand même pas équilibré, en tout cas, sur le conflit israélo-palestinien, parce que je crois qu'on n'a rien à gagner à simplifier les choses de manière trop provocante, comme vous le faites dans une matière qui est éminemment électrique. Vous maniez des allumettes à côté du gaz en disant ça. Mais je crois que c'est utile néanmoins de renverser le point de vue de la façon dont vous le faites, comme a su le faire aussi Olivier Leroy d'une autre manière. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à partir de la vision du monde que vous développez, bien sûr de manière très caricaturale devant nous, quelles sont les perspectives et les issues que vous voyez de la situation en Syrie, en Irak? Parce qu'il ne faut pas oublier, ça vous ne l'avez pas dit ici, mais bien sûr tout le monde l'a en tête, on n'est pas allé en Irak par plaisir, on n'est pas du tout allé en Irak pour quelconque raison de politique interne, que ce soit la droite ou la gauche, et ça, je suis totalement en porte-à-faux avec cette idée-là, y compris au sein du Parti socialiste, lorsque nous avons soutenu l'idée d'une intervention en Libye. Ce n'était pas du tout pour soutenir Nicolas Sarkozy, c'était, peut-être qu'on s'est trompé à l'époque, mais pour éviter un massacre à Misrata, parce qu'on était instruit de massacres précédents dans d'autres conflits. On n'est pas du tout allé en Syrie pour se faire plaisir ou pour gagner les élections régionales, parce que sinon on serait bien maladroit, vu le résultat de ces dites élections. Mais on est allé en Syrie parce qu'il y a des centaines de milliers de morts dans un conflit qu'il faut qualifier de guerre civile ou autre, mais c'est pour, en considérant que la France a une responsabilité, est un pays qui peut justement intervenir sans être suspecté de défendre des intérêts pétroliers ou géostratégiques. Et c'est pour ces raisons, globalement en tout cas, que les républicains que nous sommes avons défendu les uns et les autres ces interventions. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on est sur place. Il y a un processus qui est engagé notamment à Vienne. Est-ce que vous pensez que ce processus a des perspectives ou pas, compte tenu de ce que vous connaissez de la situation du monde arabe? Et si ce n'est ça, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Parce que ce qu'on comprend en filigrane de votre propos, vous dites, écoutez, les enfants, retirez-vous de la Syrie, arrêtez d'intervenir, arrêtez de bombarder, et puis laissez-les régler leurs problèmes entre, d'une part, Bachar el-Assad, qui a ses défauts, mais qui représente le monde musulman républicain laïque, comme vous le qualifiez, et puis une opposition qui sera nette. Je souhaite vraiment voir
quelles sont les perspectives que vous voyez, les préconisations que vous feriez? Merci, Monsieur Germain, chers collègues. Nous allons laisser répondre Monsieur Burgat. Ensuite, j'ai 3 autres inscrits, Monsieur Frommion, Monsieur Faure et Monsieur Rocheboine, qui prendront la parole après que notre orateur aura répondu. Vous avez la parole, Monsieur Burgat. Merci infiniment. Avec votre permission, je vais commencer par ordre chronologique inversé. Au nombre des péchés qui me sont reprochés par les gens qui ne m'aiment pas, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Il y a le fait que je ne me suis pas opposé à l'intervention française en Libye. C'est des taches sur mon veston sans arrêt. On me dit que j'ai soutenu l'intervention française. Tout ça pour dire que je ne suis jamais dans une posture d'angélisme. Je ne suis pas dans une posture antinationale. Moi, mon drapeau, je l'aime beaucoup. Je l'ai promené sur mon sac à dos quand je faisais le tour du monde comme un étudiant. Je l'ai brandi quand j'étais au Yémen en 2003 et que les gens dans les villages nous applaudissaient en tant que Français parce que nous étions identifiés à la sagesse de Monsieur de Villepin. D'accord ? Donc, quand je dis, pardonnez-moi, quand je dis le problème c'est la France, c'est certainement pas, je désigne pas la responsabilité de la France. Je dis la France par opposition à le problème c'est une partie de la France. Le problème c'est toute la France, c'est nous tous. Si je dois me résumer, c'est une désignation unilatérale des responsables de la violence n'est pas fonctionnelle. C'est pas qu'elle n'est pas gentille. Moi, je raisonne de façon cynique. Si nous voulons sortir du problème dans lequel nous sommes, nous devons cesser de désigner une composante du tissu national. Et donc, en ce sens, j'ai dit, le problème, c'est la France. Et oui, le problème, c'est l'Europe. Le problème, c'est chacune des enceintes politiques où on ne règle pas ses comptes avec des mécanismes institutionnels. Eh bien, si les mécanismes de représentation ne fonctionnent pas, ça génère 2 alternatives, la répression et le radicalisme politique. Je me méfie de l'idée que la communication de Daesh est l'origine du problème. Ça, c'est une espèce d'atavisme analytique qui est également, qui nous mène directement au contresens. Je peux vous faire l'historique de cette propension que nous avons à dire, et on remonterait quand les islamistes se sont mis à utiliser les cassettes audio. Je peux vous montrer des pages entières. Ouais, ils trichent. Ils utilisent les cassettes audio et donc maintenant, alors ça court-circuite les normes et tout. On a toujours eu du déplaisir à voir chez ceux qui nous résistaient une capacité à utiliser les technologies de communication comparables à la nôtre. Et le dernier affront que ces salauds nous ont fait, c'est qu'ils font des vidéos de propagande qui sont aussi efficaces que les films hollywoodiens. Et ça, c'est insupportable. Mais je ne pense pas que ça nous mène très loin de nous concentrer sur les formes ou sur les vecteurs de l'expression de la mauvaise humeur de l'autre, parce que tout le temps, ça va nous conduire au même réflexe de dépolitisation. Et moi, je vais tout le temps vous ramener à une constante. Si nous sommes les destinataires d'un certain coefficient d'hostilité, c'est que nous avons manqué un certain nombre de nos tâches vis-à-vis de l'autre. Et c'est tout. Alors, oui, bien sûr, pour nuancer ce que j'ai dit, pour me démarquer de Roy, oui, bien sûr, pour ne pas nier qu'il y a un common denominator, que les djihadistes sont plutôt des gens qui ne s'étaient pas complètement accomplis. Mais il y a plein d'exceptions. Le même Roy dit les djihadistes sont rejetés par leur milieu familial. Et moi, je le dis immédiatement, tiens, je t'emmène à Aix-en-Provence voir la famille Ayashi, je la cite devant vous. Eh bien, le papa, il a suivi le fils qui venait de mourir au djihad. Et on a d'autres exemples où c'est la maman qui a suivi la fille. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas parce que la famille d'un djihadiste sait bien qu'elle ne peut rien dire d'autre qu'un discours de criminalisation totale de ce qu'a fait son fils qu'il faut croire que le mal-vivre de ceux qui basculent, qui passent à l'acte, n'a absolument aucun écho dans une partie plus large du tissu des musulmans de France. Il y a... Bon, moi j'ai peut-être tordu le bâton dans le mauvais sens. Il y a bien sûr des musulmans de France qui se félicitent de tous les progrès que font les mécanismes politiques, qui se sentent mieux intégrés. Mais chaque fois, chaque jour, chaque déclaration, pour l'instant, à mon sens, nous entraîne dans le mauvais sens. Monsieur, sur les Émirats, pour moi, c'est le pire des pays de la région. Les Émirats... c'est les pays qui jouent par proxy. Non, mais je parle, puis je les aime bien, j'y vais régulièrement, moi aussi. Je les ai traversés en voiture,
j'ai une certaine connaissance sociologique aussi du milieu, mais la diplomatie des Émiratis et des Saoudiens à l'égard des printemps arabes, à part la Syrie, à part dans le camp syrien, mais ils ont essayé de déclencher des proxy wars, ils ont essayé de mettre l'expérience tunisienne, ils ont essayé de faire capoter. Les gens de Nahda avaient très peur de l'interventionnisme des Émiratis pour soutenir l'ancien régime. Les Émiratis ont une peur absolue non pas seulement des radicaux, mais eux aussi des modérés. Et donc, leur dispositif diplomatique consiste quand même à discréditer ce que ne peuvent pas supporter les Émiratis. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, c'est-à-dire une transition à la régulière qui ne débouche pas sur le chaos. Et ils ont un jeu actuellement dans la région dont, pour ma part, je pense qu'il est extrêmement pervers. Alors, les mécanismes de déradicalisation idéologique, pourquoi ? Bien sûr, mais c'est vieux comme la radicalisation. On va leur réapprendre le Coran, à le lire dans le bon sens. On va leur expliquer que cette sourate-là n'est pas bonne. Je ne crois pas au mécanisme de déradicalisation idéologique parce que je crois que la radicalisation n'est pas idéologique. Elle est politique. Et c'est donc les dysfonctionnements du politique qu'il faut traiter. Et il ne faut pas s'interroger sur... Mais encore une fois, si moi vous me torturez, je vais devenir un intégriste savoyard. Je vais pouvoir entrer en tension, vu que je suis de la basse Savoie, avec les gens de la haute Savoie. Je trouverai un lexique pour exprimer la légitimité de mon combat. Et nous, si on se fixe sur le lexique, alors on dit on va faire des séminaires de déradicalisation. Vous avez dit que je m'exprimais de façon très provocatrice. Je vais aggraver mon cas. J'ai dit, moi, je veux bien. J'ai été sollicité pour participer à ça à Strasbourg ou je ne sais pas où. J'ai dit, je veux bien participer à un séminaire de déradicalisation. Mais dans la salle, il n'y aura pas que des musulmans. On va tous s'auto-examiner. C'est en ce sens que je dis le problème, c'est la France, ce n'est pas les musulmans. Nous allons tous examiner ce qui, dans nos comportements respectifs, et je ne m'oublie pas, bien sûr, participe au dysfonctionnement de la mayonnaise citoyenne. Je reviens quand même sur ce que j'ai dit. Vous avez dit, j'ai noirci le conflit israélo-arabe. Je l'ai traité simplement. En quoi l'ai-je traité simplement ? Tant qu'il y a une pareille dichotomie dans nos valeurs et que lorsque la guerre de Gaza commence au mois d'août, il nous faut 15 jours d'encouragement à la répression militaire contre Gaza avant que notre ministre des Affaires étrangères prononce le mot massacre, et que la manifestation la plus importante qui se déroule en Paris donne lieu à une couverture de Libération, les nouveaux antisémites, dès lors que l'arme de l'antisémitisme est brandie systématiquement lorsque s'expriment des réticences à l'égard des raccourcis que prend le gouvernement Netanyahou, vous pouvez continuer à parler déradicalisation, vous pouvez continuer à espérer faire des programmes de réhabilitation de nos valeurs. Le plus important, c'est à M. Millard que je veux le dire, par voie métaphorique. Il y a 20 ans de cela, un leader des frères musulmans jordaniens m'avait dit cette phrase qui m'est restée gravée dans les neurones. Cela pour vous dire qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas des gens qui refusent nos valeurs. C'est un petit peu plus complexe que ça. Les valeurs, elles sont communes. Et cette phrase, elle est très forte. Ce monsieur qui s'appelle Leith Shbeilat, il m'avait dit, François, si simplement l'Occident respectait ses valeurs, nous serions tous occidentaux. Le déficit de ceux qui sont en tension avec le centre en France maintenant, ce n'est pas la lutte contre nos valeurs, c'est la lutte contre notre incapacité à respecter nos valeurs. C'est le fait que nous sommes perçus comme un pays dont les lumières éclairent que d'un côté de la route, où les valeurs sont à géométrie variable, où le service public, c'est le service public des uns, et les autres, ils attendent. C'est ça qui est au cœur du dysfonctionnement du vivre ensemble. C'est le deux poids, deux mesures. Hier, j'ai pas pu résister, j'ai encore dit une grosse bêtise publique. J'ai dit, mais comment peut-on continuer ? C'était une soirée sur Arte, où on entendait Philippe Val. J'ai dit, mais comment peut-on continuer à nous dire que Charlie Hebdo était le temple de la liberté de penser, alors qu'en 24 heures, on a vidé Ciné, parce qu'il avait fait une plaisanterie jugée antisémite ? Comment voulez-vous vendre cette idée des lumières et des valeurs à des jeunes collégiens lorsqu'ils peuvent dégainer un argument aussi péremptoire ? Vous voyez ?
et repenser à la caricature. Un musulman agressé, c'est pas seulement un musulman qui regarde une caricature, c'est un musulman qui prend des drones américains, des rafales français et des F-16 israéliens. Et si on ne veut pas... Donc, vous me dites que j'ai fait une gestion simplificatrice du conflit israélo-arabe. Bon, j'aimerais... Parce que c'est important, là. Tant que nous avons cette épine dans le pied de nos valeurs, hein, eh bien, nous avons effectivement une grande difficulté à affirmer leur universalité. Mais encore une fois, M. Millard, il n'y a pas des gens... Ceux que j'ai cités tout à l'heure, j'ai dit ceux pour qui la religion tenait une place plus importante. Hein, j'ai dit, c'est pas parce qu'ils disent Bismillah le matin que je vais me séparer d'eux. Je vais voir ce qu'ils font après avoir dit Bismillah. Je vais voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font du sectaire et du radical comme Daesh? Et la ligne rouge, je la trace, moi. Et je suis du même côté que vous. Et je sors ma violence républicaine. Mais s'ils font simplement une gestion du politique dans le cadre de l'agenda républicain, tout en ayant un coefficient de religiosité plus fort, eh bien moi, je ne vais pas couper les ponts. Et c'est ce que nous avons fait. C'est jusqu'à un certain point. Nous n'avons pas voulu, je disais, les bisounours. Nous n'avons pas voulu les bisounours égyptiens. Nous avons les djihadistes. C'est-à-dire que nous avons stigmatisé des acteurs politiques dont l'agenda concrètement était acceptable, était compatible avec nos valeurs. Eh bien, nous avons contribué à générer une nouvelle catégorie d'acteurs politiques qui est beaucoup plus inquiétante, très légitimement. Merci infiniment, Monsieur le Président. 3 questions synthétiques, 3 ou plus que 3, mais synthétiques de toute façon, de nos collègues Fromion, Faure et Rocheboine. Merci. Oui, merci. Nicole, chers collègues. Écoutez, je reviens sur la scène moyen-orientale et je suis de l'avis, comme vous et comme beaucoup, que ce n'est pas les Occidentaux, quels qu'ils soient, qui vont régler les problèmes qui se posent dans cette partie du monde où nous avons déjà fait la preuve d'un certain nombre d'incapacités. Alors, si on arrive à cette conclusion, quelle est la sortie de crise? Quelles sont les perspectives? On a d'un côté, vous l'avez dit, les antagonismes entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et d'autres encore, parce que c'est tellement compliqué que d'ailleurs je ne saisis pas la totalité de toutes ces subtilités. Il y a les problèmes entre les chiites et les sunnites, même si on nous dit que, après tout ça est peut-être secondaire. Moi, je remarque simplement qu'il y a une masse de problèmes, une masse de problèmes antagonistes, d'obstacles, qui font qu'on se demande véritablement comment on va pouvoir essayer de retrouver ou de donner une certaine stabilité à cet espace, parce que nous en dépendons, et surtout, comment cette stabilité va pouvoir durer et être assumée, acceptée par les gens qui vivent là-bas. Ce n'est pas une stabilité imposée, ça n'aurait aucun sens. On a vu ce que ça donnait quand on a essayé de le faire. Donc comment voyez-vous vous-même une évolution positive des choses et qu'est-ce que au fond, l'Occident peut faire pour aider à cela? Merci, Monsieur Fromion, Monsieur Faure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Burga, d'abord, premier point, et je vais être très bref, mais premier point sur votre discours provocateur. Moi, je le trouve plutôt salutaire parce qu'il permet d'aller au fond des choses et en même temps, même si on ne partage pas l'intégrité de ce que vous dites, il nous oblige à avoir les yeux ouverts, à ne pas réfléchir avec un seul hémisphère de notre cerveau et à donc regarder toujours à la fois les choses du point de vue occidental, mais aussi du point de vue de ceux que nous combattons aujourd'hui. Et donc, les comprendre, c'est aussi peut-être mieux les percer à jour et peut-être mieux nous défendre aussi demain. Mais je voulais revenir à la mission initiale de cette mission. Notre objet ici n'est pas malheureusement de définir la façon dont nous sortirons de la crise moyen-orientale d'aujourd'hui. La mission est un peu au-delà de notre propre pouvoir, de notre propre capacité de jugement, mais nous nous intéressons au financement de Daesh. Et moi, j'aimerais que vous utilisiez votre connaissance de ce monde-là pour nous dire, finalement, aujourd'hui, qui a intérêt à faire prospérer Daesh, parce que ça pourrait nous aider et nous guider dans nos recherches ultérieures, en nous expliquant, vous avez expliqué fort bien sur les Saoudiens, que finalement, leurs intérêts n'étaient pas l'expansion du wahhabisme, mais le maintien au pouvoir, par exemple. Mais donc, qui aujourd'hui a intérêt à faire prospérer Daesh? Est-ce qu'il y a encore des gens dans le monde arabe ou occidental ou asiatique qui ont un intérêt donc à faire prospérer Daesh? Qui sont leurs alliés objectifs? Qui sont ceux qui peuvent avoir un intérêt donc à les voir prospérer et donc peut-être à les financer? Au-delà de ceux qui font simplement un commerce classique, marché noir, pétrole,
œuvres d'art, etc., comme nous le savons. Merci, Monsieur Faure. Monsieur Rocheboine. Oui, merci beaucoup pour votre intervention et les réponses aux questions que l'on vous a posées. Moi, j'aurais 3 petites questions. Tout d'abord, vous avez beaucoup parlé effectivement de Daesh, des minorités. Sur la cause syrienne, vous n'en avez pas du tout évoqué la question. Quel est votre sentiment? Vous avez plutôt Internet, pour vous, ce n'est pas le problème. Alors que nous avons auditionné auparavant donc Madame Benrad, qui, elle, nous dit tout à fait le contraire, et qu'Internet est vraiment quelque chose qu'il faut, j'allais dire, presque éradiquer. Et puis enfin, quel est votre... Non, c'est moi qui le dis. C'est moi qui l'interprète. Interprétation libre, Monsieur Rocheboine, des propos de Madame Benrad. Qui l'interprète. Et puis enfin, quel est votre sentiment à propos de Bachar el-Assad? Est-ce que aurions-nous avoir des contacts, comme l'ont fait certains de nos collègues qui l'ont rencontré, ou plutôt l'ignorer comme on le fait aujourd'hui encore? Et puis enfin, là, je vous rejoins quand, à propos de... Vous avez parlé de ce qui s'est passé au mois de janvier dernier. Quand on parle des limites à la provocation, moi, j'avais dit le lendemain des attentats, n'y a-t-il pas des limites à la provocation? Effectivement, il y en a qui se sont sentis blessés. Et peut-être les réactions, effectivement, sont inacceptables et condamnables. Mais malgré tout, n'y a-t-il pas des limites à la provocation aussi? Merci. Merci, mes chers collègues. Monsieur Burga, vous avez la parole. À l'essentiel, parce que j'ai effectivement fait l'économie de la réponse qui m'avait été posée par d'autres que ceux qui m'ont honoré de la dernière série de questions. C'est la sortie de crise. Bon, normalement, ça échappe complètement au rôle de quelqu'un qui se veut chercher en sens social. Mais je vais me mouiller. Si j'avais quelque chose à faire, je dirais la sortie de crise ne passe pas par l'écrasement militaire de Daesh, premièrement. Parce que l'écrasement militaire de Daesh est éventuellement pensable, mais vous n'avez pas de relève politique actuellement. Il y a un mois et demi, j'étais à Erbil et je m'entretenais avec un haut responsable religieux sunnite et j'ai été frappé par son éloquence en quelques minutes, beaucoup plus convaincant qu'un Saoudien. Il m'a expliqué toutes les raisons pour lesquelles un musulman kurde sunnite ne pouvait pas manger du pain de Daesh. C'était bien. Et alors je lui dis, alors l'alternative? Il m'a dit, mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas, Burga. Ils se sont, Cheikh François, ils se sont alliés avec les chiites, ça a donné ce que ça a donné. Ils se sont alliés avec les Américains, ça a donné ce que ça a donné. Il n'y en a pas. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va durer, puis ça va forcément changer. S'ils ne vivent qu'avec la ressource de la terreur, il y aura forcément une interaction, ça va évoluer. Et puis, je vais corréler ça avec quelqu'un dont des fois je dis du mal. Je dis, si j'ai rien compris à l'Irak, c'est parce que j'étais trop ami avec Hoshem Daoud et qu'il était trop ami avec El Maliki. Et donc, il ne m'a pas dit que ça dysfonctionnait massivement en Irak. Et je lui ai dit ça tout à l'heure, amicalement, au Sénat. Mais Hoshem Daoud, dans un papier qu'il a fait dans l'Humanité il y a 2-3 jours, dit quelque chose d'essentiel. Il dit, attention, si vous mettez Daesh par terre sans avoir une solution institutionnelle alternative, vous allez fabriquer quelque chose d'encore pire, du judo-radicalisme sectaire chiite, de tout ce que vous voulez. Donc, la porte de sortie de la crise syrienne n'est pas l'écrasement militaire de Daesh. La faute que nous avons fait, et je veux dire un secret, il y a au moins un membre du gouvernement qui était totalement d'accord avec moi quand j'ai dit ça avec une rare violence sur les antennes de RFI. Son directeur de cabinet m'a appelé et dit « Oh, j'aimerais bien vous rencontrer, c'est quand même bien ce que vous avez développé comme argumentaire. » J'ai dit « Nous sommes entrés dans la crise syrienne par la mauvaise porte. Nous avons expliqué au monde entier pendant 4 ans que nous ne pouvions pas. » Alors, je vais faire une nuance. C'est vrai que les Français, nous n'avons pas été les pires, puisqu'à un moment, après le massacre chimique, on a dit qu'on était éventuellement prêt à y aller. Mais pendant 4 ans, on a expliqué qu'on ne pouvait rien faire. Et attention, quand on dit ingérence, il n'y a pas la question de ingérence ou pas ingérence. La crise syrienne est le produit d'une ingérence massive. Il n'y aurait plus de crise s'il n'y avait pas eu une ingérence iranienne et russe massive. D'accord? Donc, le régime syrien, depuis 2012, vit d'une perfusion de ressources militaires étrangères.
Donc la problématique de l'ingérence, elle ne se pose pas comme quand vous avez un lac de tranquillité et puis un gros méchant qui rentre. Non, la crise syrienne, elle est plus syrienne, elle est internationale. Est-ce que nous n'aurions pas dû rééquilibrer les ressources militaires à un moment pour rendre possible, et je viens à la seconde partie, une porte de sortie politique? Ce que nous a dit le représentant que je connais bien, nous étions ensemble à Damas, de l'UE à Damas, qui est toujours à Damas, il a dit, moi, mon problème, les négociations qui arrivent, pourquoi j'y crois pas? Parce que pour qu'il y ait une transaction politique, il faut que les deux acteurs sentent que c'est une porte de sortie. Or, Bachar el-Assad n'a plus besoin maintenant d'une porte de sortie. Toute son opposition utile, militairement dangereuse, est fracassée par les frappes russes. D'accord? Donc, en une phrase, la porte de sortie de la crise syrienne, c'est que Daesh devrait subsister un certain temps et que le processus politique devrait reprendre en Syrie. Voilà. Et pour que le processus reprenne en Syrie, évidemment, il ne faut pas chatouiller Bachar el-Assad dans le sens du poil. Évidemment, il faut qu'on trouve une porte de... Je ne pense pas que ce soit un problème majeur. Les Russes sont cyniques. Ils ne sont pas amoureux de Bachar el-Assad. Ils veulent nous ennuyer, nous faire un bras d'honneur, d'accord? Et puis, il y a un certain coefficient aussi d'anti-islamisme, d'islamophobie chez Poutine qu'il faut rajouter. Mais ils ne sont pas attachés à la personne de Bachar. Donc, la porte de sortie, c'est, je pense, de cesser de faire l'option tous contre Daesh. Daesh est seulement contre Daesh. Ça, c'est l'erreur. Et il faut trouver les moyens de réouvrir le processus politique. Et bon, l'Iran et la Russie doivent être les interprètes de ce changement-là. J'espère que j'ai répondu à presque tout. Les minorités, bon, allez, une phrase provocatrice. Bachar el-Assad n'est pas le protecteur des minorités. Bachar el-Assad instrumentalise les minorités pour se protéger. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez que des minorités vivent bien dans leur environnement, où elles sont minoritaires, il faut vous occuper de la majorité. Il faut qu'il y ait une bonne relation avec la majorité. Il faut que le système politique dans cette région du monde soit fonctionnel pour que personne n'éprouve le besoin de s'en prendre aux plus faibles pour envoyer des messages à l'environnement occidental pour le faire changer de dispositif. Donc la question des minorités ne peut pas être le prisme par lequel nous lisons la crise. On doit garder, bien sûr, notre attention, notre préoccupation, mais ça ne peut pas être ce qui définit notre action. Encore une fois, dans notre histoire... Oui. Oui, mais vous voyez, l'autre jour, j'entendais ce débat-là sur l'Irak. Quelqu'un disait « Ah, mais les chrétiens de Mossoul sont partis. » Et le monsieur de Mossoul a dit « Monsieur, alors je vais vous dire des chiffres uniquement en proportion. Hein. Depuis 3 ans, il y a 5% des chrétiens qui sont partis, mais depuis 10 ans, il y a 60%. Donc le statut des minorités dans le tissu politique oriental n'a pas été structurellement affecté par les derniers épisodes. Il a été instrumentalisé de façon particulièrement visible. Mais le départ des chrétiens de l'Irak, c'était un phénomène structurel qui n'a pas du tout attendu Daesh. Donc encore une fois, pour protéger les minorités, il faut s'occuper efficacement de la majorité. C'est vraiment mon code de lecture, c'est-à-dire il faut que le système politique redevienne fonctionnel dans l'espace dans son ensemble pour que le segment faible de la société ne paye pas le prix de la tension. Quand ça va mal dans un couple, c'est la femme qui paye le prix et des fois c'est le chien qui reçoit des coups de pied. Eh bien, c'est le même mécanisme. Les minorités payent le prix des dysfonctionnements du système politique central. Alors, tout à l'heure, je me suis exprimé sur la superficie de la présence territoriale de Daesh et j'ai dit, bon, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que ce qui permet à Daesh d'occuper un certain espace, c'est ses ressources propres. Il faut arrêter de raisonner avec c'est parce que c'est une marionnette de l'Arabie Saoudite. Mais j'ai mis une exception. J'ai dit, il y a des cas où la présence de Daesh n'est pas le résultat d'une ressource positive, mais d'une manœuvre tactique du régime. Si Daesh est entré dans Palmyre, où l'armée syrienne n'a absolument pas combattu, moi j'ai le sentiment que c'est parce que le régime souhaitait qu'ils aillent faire ce dont on savait qu'ils allaient le faire, nous emmerder, frapper où ça fait mal, toucher les antiquités, et le régime souhaitait cela. Alors qui est-ce qui souhaite le maintien de Daesh? C'est celui qui en fait une instrumentalisation politique extrêmement utile, c'est bien sûr le régime. Ça est une évidence absolue. Je me souviens d'un épisode à Genève 1
où il y avait un membre de la délégation syrienne qui poursuivait, je ne pense pas que c'était le ministre, mais c'était un membre de la délégation gouvernementale, et il brandissait son iPad ou son téléphone, il lui disait « Vous voulez que je vous montre le siège de Daesh à Raqqa? Pourquoi vous le bombardez jamais ?» D'accord ? Le régime ne s'en est pas pris de façon frontale à Daesh depuis le début du conflit. Le régime voulait Daesh, et Daesh ne voulait pas en priorité absolue la fin du régime. Bon, alors après, l'environnement international, ce que je n'avais pas eu le temps de dire, bien sûr, l'internationalisation, elle s'est faite également au profit de Daesh, mais, bon, ben là, on peut discuter. Je ne pense pas que l'internationalisation infra-étatique qui s'est opérée au bénéfice de Daesh, c'est-à-dire quoi? Les djihadistes sans frontières. Les sunnites en colère qui sont venus de 170 pays. Je ne pense pas que ça fait basculer le rapport de force militaire. Même si ces petits-enfants, ils ont dans la poche une arme qui est significative sur le terrain, c'est l'attentat suicide. Ça, c'est vrai. C'est une vraie ressource militaire. Mais le rapport de force militaire n'a pas évolué substantiellement du fait de l'apport extérieur. Alors après, les acteurs étatiques, quand on raisonne sur l'influence de l'Arabie saoudite, il faut toujours établir une dichotomie entre les régimes et les opposants. Vous avez énormément de Saoudiens dans Daesh. Les rangs de Daesh, c'est les sunnites mécontents. Les rangs de Daesh, c'est les citoyens du monde exclus. Dans 170 nations, c'est ceux qui disent « Eh ben, on ne me laisse pas ma place, je vais me venger et je vais aller m'épanouir ailleurs. » Donc, chaque fois qu'on parle de l'environnement régional, il y a des Kurdes, bien sûr. Il y a plein de Kurdes dans Daesh. Donc, la force de Daesh, c'est évidemment de bénéficier, de capitaliser sur les dysfonctionnements des systèmes politiques régionaux et internationaux. Donc, qui a intérêt à Daesh? Bien sûr, une grande partie des opposants à l'Arabie saoudite, et l'Arabie saoudite est un régime malade, une grande partie des opposants à l'Arabie saoudite pensent que le renouvellement politique au sein de l'Arabie saoudite passe par une victoire de Daesh, par une extension de Daesh. Qui il n'y a pas, c'est les Iraniens. Là, vous êtes tranquille. Il y a la fracture sectaire. Quand il s'est passé, quand les Houthis sont arrivés au pouvoir à Sanaa, moi j'ai fait un petit commentaire ironique. J'ai dit il y a au moins un bon côté, c'est qu'on peut être sûr que la guerre contre Al-Qaïda, elle va prendre un tournant beaucoup, parce qu'on critiquait l'ancien gouvernement yéménite. On lui disait ouais, vous dites que vous luttez contre Al-Qaïda, mais ils se portent toujours très bien ces petits. Et là, on peut dire oui, dès lors qu'il y a la fracture sectaire. On sait que les Iraniens et les chiites ont une lecture extrêmement homogène, donc ce n'est pas eux, mais c'est un certain nombre d'acteurs individuels, ce sont tous les mécontents des systèmes politiques dans la région qui soutiennent Daesh. Et ça fait pas mal de monde. C'est ça le problème, c'est que ça fait pas mal de monde. Merci, Monsieur Burga, pour cette intervention. Mes chers collègues, je lève la séance. Des auditions sont d'ores et déjà prévues pour le mardi 26 janvier. Nous sommes en attente de créneaux possibles pour le 19, mais pour l'instant, nous n'avons pas de programmation prévue pour les créneaux de mardi prochain. Voilà, vous aurez tout ça dans des délais brefs, dans vos boîtes aux lettres respectives. Demain, il n'y a pas d'audition, Monsieur Arian-Sipel. Bonne soirée. Au revoir, Monsieur Burga. Merci beaucoup de votre intervention devant nous. Chers collègues, bonne soirée.